Tu devrais boire ça vite, Samuel. Ça refroidit, murmura ma belle-mère, Margaret, en poussant délicatement la coupe de champagne vers mes lèvres avec ce sourire glacial que j'avais appris à craindre. Ma réception de mariage battait son plein. 200 invités faisaient la fête dans l'élégante salle du country club, les lumières dorées se reflétant dans les cristaux tandis que l'orchestre jouait notre musique. Ma femme, Isabella, dansait avec son père à quelques mètres de moi, radieuse dans sa robe de mariée qui avait coûté plus cher que ma voiture. Mais quelque chose n'allait vraiment pas avec cette coupe. Le liquide doré avait une texture légèrement différente, presque huileuse, et un arôme qui ne correspondait pas au champagne Dom Pérignon que nous avions servi toute la soirée. Une odeur subtile, chimique, qui a déclenché toutes les alarmes de ma formation en pharmacie. Je m'appelle Samuel, j'ai 28 ans et je viens d'épouser la femme de mes rêves. Du moins, c'est ce que je pensais il y a 3 heures, quand j'ai entendu mes beaux-parents chuchoter dans le couloir à propos du fait que je n'étais qu'un parasite qui avait manipulé Isabella pour avoir accès à la fortune de la famille Morrison. Nous ne voulons pas qu'il ait droit à l'héritage quand papa mourra, avait murmuré Robert Morrison, mon beau-père, à Margaret. Il faut modifier le testament avant qu'il ne soit trop tard. Il ne s'en rendra même pas compte, avait-elle répondu. C'est juste assez pour le rendre malade. Ensuite, on dira que c'est une intoxication alimentaire, on annulera la lune de miel, et pendant sa convalescence, on s'occupera des formalités. Maintenant, en regardant cette coupe, je comprenais parfaitement le plan. Les Morrison étaient propriétaires d'une chaîne de pharmacie valant plus de 50 millions de dollars. Robert avait hérité de l'entreprise de son père et l'avait développée de manière agressive au cours des 30 dernières années. Margaret venait d'une famille de médecins prestigieux de Boston. Ils avaient bâti un empire fondé sur leurs relations, leur fortune et une arrogance qui leur faisait croire que les gens comme moi, fils d'un mécanicien de banlieue qui avait payé ses études en cumulant 3 emplois, n'existaient que pour être utilisés ou jetés. Quand j'ai rencontré Isabella à l'université, elle étudiait la littérature française et je terminais mes études de pharmacie. Nous sommes tombés sincèrement amoureux, passant des heures à discuter de livres, à voyager en bus vers de petites villes le week-end, à partager des ramen instantanés dans mon minuscule appartement. Mais dès que j'ai présenté Isabella à mes parents, des gens simples et honnêtes qui l'ont accueillie avec une étreinte chaleureuse et un dîner maison, puis que j'ai rencontré les Morrison dans leur manoir de 2 millions de dollars, j'ai compris que j'entrais dans un monde qui me considérait comme une menace. Au cours de nos 2 années de relation, ils n'ont jamais manqué une occasion de m'humilier subtilement. Des commentaires sur mon manque de raffinement, des suggestions qu'Isabella méritait quelqu'un de meilleures conditions, des invitations à des événements où je n'avais clairement pas ma place, suivies de remarques acerbes sur mon air mal à l'aise dans des environnements sophistiqués. Isabella défendait notre relation, mais je voyais bien comment il semait le doute dans son esprit. « Tu es sûr qu'il n'est pas seulement intéressé par ton avenir ?» me demandait-il quand il pensait que je n'écoutais pas. La demande en mariage a eu lieu lors d'un week-end romantique que j'avais organisé avec mes propres économies dans une petite auberge de montagne. Isabella a dit oui à travers des larmes de bonheur, mais lorsque nous l'avons annoncé aux Morrison, leur réaction a été funèbre. Ils ont immédiatement pris le contrôle du mariage, engageant le plus cher organisateur de la ville, choisissant un lieu qui coûtait plus cher que mon salaire annuel, invitant des gens que je ne connaissais même pas. C'est une tradition de la famille Morrison, ont-ils expliqué, comme si cela mettait fin à toute discussion. Pendant les mois de préparation, j'ai entendu des conversations chuchotées qui s'arrêtaient brusquement lorsque j'entrais dans la pièce. Des réunions mystérieuses avec des avocats. Des coups de téléphone tendus où mon nom était mentionné avec dédain. 3 semaines avant le mariage, j'ai accidentellement découvert un email que Robert avait laissé ouvert sur son ordinateur. Samuel ne doit pas avoir accès aux fonds familiaux. Chercher des failles juridiques dans le contrat prénuptial. C'est alors que j'ai commencé à enregistrer nos conversations. Maintenant, tenant cette coupe empoisonnée, je regardais Margaret droit dans les yeux. Elle avait 65 ans, des cheveux argentés impeccablement coiffés, et portait une robe Chanel qui coûtait plus cher que ce que la plupart des gens gagnaient en un an. Ses yeux bleus froids m'étudiaient avec la même expression qu'un scientifique utiliserait pour observer une souris de laboratoire. « Santé », dit-elle en levant sa propre coupe remplie de champagne véritable. Si vous aimez cette histoire de trahison familiale et de vengeance calculée, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Car ce que Margaret Morrison ignorait, c'est que j'avais enregistré chaque mot de leur conversation 3 heures plus tôt. Et ce qui allait se passer allait transformer le mariage le plus cher de la saison mondaine en un événement que personne n'oublierait jamais. Je portais la coupe à mon visage, faisant semblant de boire, mais ne laissant le liquide qu'effleurer mes lèvres sans l'avaler. Le goût amer et métallique confirma mes soupçons. Il y avait bel et bien un produit chimique mélangé au champagne. Margaret sourit avec satisfaction lorsqu'elle vit mon geste, ses yeux froids brillant d'une malice qu'elle cachait habituellement derrière son masque de mondaine raffinée. À côté d'elle, Robert ajusta les poignets de sa chemise à 2000 $,
m'observant avec la même expression qu'il avait lorsqu'il examinait des rapports financiers. Calculateur, impatient, attendant des résultats. Les Morrison n'étaient pas seulement riches. Ils formaient une dynastie pharmaceutique qui contrôlait 70% des pharmacies indépendantes dans 3 États. Robert avait hérité de 15 magasins de son père et, grâce à une combinaison de tactiques d'expansion agressive et de fusion stratégique, il avait transformé l'entreprise en un empire de 50 millions de dollars. Margaret, quant à elle, venait d'une famille de médecins depuis 4 générations. Son arrière-grand-père avait été l'un des fondateurs du Boston General Hospital, et elle avait grandi en croyant que certaines personnes étaient tout simplement nées pour diriger tandis que d'autres existaient pour servir. Dès le premier dîner de famille, 2 ans plus tôt, il m'avait clairement fait comprendre où je me situais dans cette hiérarchie. Alors, Samuel, avait dit Robert ce premier soir, en coupant son filet avec des gestes précis, Isabella nous a dit que tu travailles dans une pharmacie du centre-ville. Ça doit être intéressant de voir comment notre industrie fonctionne de l'autre côté du comptoir. La façon dont il avait prononcé « derrière le comptoir » trahissait tout le mépris de quelqu'un qui n'avait jamais travaillé un seul jour à un poste autre qu'exécutif. En fait, Monsieur Morrison, avais-je répondu poliment, je termine mon master en pharmacologie clinique. Je travaille à la pharmacie pour payer mes études. Margaret avait laissé échapper un petit rire qui avait résonné comme du cristal brisé. C'est admirable. Rien de tel qu'un homme qui travaille dur pour... Comment avez-vous dit déjà, Isabella? Ah oui, gagner sa place dans le monde. Les guillemets imaginaires dans ces mots étaient presque visibles. Au cours des mois qui suivirent, chaque réunion de famille devint une nouvelle occasion de m'humilier subtilement. Lorsqu'Isabella et moi avons annoncé nos fiançailles, Robert avait oublié de m'inclure dans les photos de famille officielles. Margaret corrigeait constamment ma prononciation des mots français pendant les dîners, même lorsque je les prononçais correctement. Le pire incident s'est produit à Noël dernier. Margaret avait organisé une soirée caritative chez elle, à laquelle elle avait convié l'élite médicale et pharmaceutique de la ville. Lorsqu'elle m'a présenté au Dr Harrison, directeur de l'hôpital le plus prestigieux de Chicago, elle a dit « Voici Samuel, l'ami d'Isabella. Il travaille dans une pharmacie. » Elle n'a pas mentionné mon master, mes recherches sur les interactions médicamenteuses, ni le fait que je venais de recevoir une offre pour un programme de doctorat. Juste, il travaille dans une pharmacie, comme si j'étais un vendeur sans qualification. Le docteur Harrison m'a serré la main mollement et a immédiatement changé de sujet. Isabella était furieuse quand elle l'avait appris, mais ses confrontations avec ses parents se terminaient toujours de la même manière. « Chérie, disait Margaret avec cette voix condescendante qu'elle utilisait, nous sommes juste inquiets pour ton avenir. Tu mérites quelqu'un qui puisse compléter ta position sociale. » Compléter était le mot code pour avoir son propre argent. Robert était plus direct dans ses objections. Au cours d'une conversation que j'avais accidentellement entendue à travers la porte entrouverte de son bureau, il avait dit à Margaret « Le garçon est intelligent, je lui accorde ça. Mais l'intelligence sans relation ni capital est inutile. Il sera toujours dépendant d'elle, toujours peu sûr de lui, toujours en train d'essayer de prouver qu'il mérite d'être ici. Et s'ils ont des enfants ?» avait répondu Margaret. « Tu veux que tes petits-enfants portent l'ADN de quelle famille, déjà ? Son père est mécanicien, bon sang. » À ce moment-là, appuyé contre le mur du couloir, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas mon amour pour Isabella, celui-ci restait inébranlable. Mais le peu de respect que je pouvais encore avoir pour ses parents avait tout simplement disparu. J'ai commencé à vraiment prêter attention. J'ai observé Robert parler au téléphone avec ses fournisseurs, utilisant sa position dominante sur le marché pour imposer des prix injustes. J'ai entendu Margaret faire des commentaires cruels sur les gens de classe inférieure, lorsqu'elle pensait que personne ne l'entendait. J'ai vu comment ils traitaient leurs employés, polis en surface, mais avec une froideur qui montrait clairement qu'ils les considéraient comme remplaçables. Ce qui me dérangeait le plus, c'était la façon dont ils manipulaient Isabella. Ils savaient exactement sur quel bouton appuyer pour la faire se sentir coupable de ses choix. « Ta grand-mère serait tellement déçue », disait Margaret chaque fois qu'Isabella défendait notre relation. Elle rêvait de te voir mariée à quelqu'un de notre milieu. Isabella cédait toujours un peu après ces conversations, devenant plus silencieuse, plus incertaine à propos de nous. C'est alors que j'ai commencé à enregistrer nos conversations familiales. Au départ, c'était juste pour avoir des preuves au cas où il tenterait de saboter notre relation de manière plus directe. J'ai installé une application discrète sur mon téléphone qui enregistrait automatiquement lorsqu'elle détectait certains mots-clés. Des mots comme Samuel, argent, héritage et famille. Ce que j'ai découvert était bien pire que ce à quoi je m'attendais. Margaret avait engagé un détective privé pour fouiller dans mon passé,
à la recherche de tout ce qui pourrait être utilisé contre moi. Robert avait consulté des avocats sur la manière de protéger les biens familiaux si Isabella et moi nous marions, même avec un contrat prénuptial. Et il y a 3 semaines, j'ai enregistré la conversation qui a tout changé. Le testament de papa doit être modifié avant qu'il ne soit trop tard, avait dit Robert à Margaret lors d'un appel qu'il avait passé depuis sa voiture, sans savoir qu'Isabella avait laissé son téléphone connecté au Bluetooth de la maison pendant qu'il était dans le jardin. « Que veux-tu dire ?» avait répondu Margaret. « Si quelque chose nous arrive, tout l'héritage ira à Isabella. Et si elle est mariée à ce parasite, il aura automatiquement droit à tout en tant que conjoint survivant. Mais le contrat prénuptial. Il y a des failles. Mon avocat l'a confirmé. Si nous sommes mariés depuis plus de 5 ans, il peut contester et obtiendrait probablement une part substantielle. » Il y eut un long silence avant que Margaret ne reprenne la parole, d'une voix plus basse. Et si Isabella n'était plus là pour hériter? Margaret. Je ne suggère rien de terrible, Robert. Mais les accidents arrivent. Et ce serait une tragédie si elle souffrait d'une sorte d'intoxication alimentaire grave, juste après le mariage. Surtout si son mari, avec toutes ses connaissances en pharmacie, était à proximité et ne parvenait pas à la sauver. Mon sang s'était glacé en l'écoutant. Ils ne cherchaient pas seulement à me nuire, ils envisageaient de faire du mal à Isabella. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je regardais Isabella dormir à côté de moi, ses cheveux blonds éparpillés sur l'oreiller, complètement inconsciente de la méchanceté qui habitait le cœur de ses propres parents. C'est alors que j'ai décidé que je devais la protéger. Et la meilleure façon d'y parvenir était de me débarrasser de la menace que représentaient les Morrison. Au cours des jours suivants, j'ai commencé à mener des recherches approfondies sur les affaires de la famille. En tant que pharmacien, j'avais accès à des bases de données qui révélaient les habitudes de prescription, les rapports sur les effets indésirables et les registres d'audit susceptibles de mettre au jour des irrégularités. J'ai découvert un système de manipulation systématique. Les pharmacies Morrison surstockaient régulièrement des médicaments coûteux juste avant les hausses de prix saisonnières. Ils avaient conclu des accords non documentés avec certains médecins pour promouvoir des médicaments spécifiques. Et, plus grave encore, il y avait des preuves qu'ils vendaient parfois des médicaments proches de leur date d'expiration à des maisons de retraite et des cliniques à faible revenu sans les informer des dates. J'ai compilé toutes ces informations dans un dossier détaillé, mais je les conservais en lieu sûr. J'espérais encore que nous pourrions trouver un moyen de coexister pacifiquement. Cet espoir s'est évanoui tôt ce matin, lorsque j'ai entendu la conversation dans le couloir à l'arrière. Maintenant, tenant le verre empoisonné, j'ai regardé Margaret vérifier discrètement sa montre Cartier. Elle chronométrait le temps qu'il faudrait pour que le contenu du verre fasse effet. Robert s'approcha et posa une main lourde sur mon épaule. « Samuel, mon garçon, » dit-il assez fort pour que les invités à proximité puissent l'entendre, « j'espère que tu profites bien de ta fête de mariage. Après tout, dit-il en baissant la voix pour que seul moi puisse l'entendre, c'est peut-être la dernière fois que tu te sens aussi, en bonne santé. » Le sourire qui accompagnait ces mots était celui d'un homme qui croyait avoir réussi le coup parfait. Mais tandis qu'il se détournait pour saluer d'autres invités, je gardais une expression neutre et commençais à compter mentalement. D'après ce que je savais de l'absorption gastro-intestinale et du temps qui s'était écoulé depuis le toast, il s'attendrait à voir les premiers symptômes apparaître dans environ 15 à 20 minutes. Ce qu'il ne savait pas, c'est que je n'avais pas avalé une seule goutte. Et au cours des 20 minutes suivantes, j'allais exécuter le plan que j'avais méticuleusement préparé au cours des 3 dernières semaines. 22 minutes après avoir fait semblant de boire le champagne empoisonné, j'ai commencé mon numéro. Tout d'abord, j'ai laissé, accidentellement, tomber la coupe pendant que je discutais avec les invités, le cristal se brisant sur le sol en marbre. Quelques gouttes du liquide contaminé se sont répandues, créant des preuves matérielles qui seraient cruciales plus tard. « Excusez-moi » ai-je murmuré en passant ma main sur mon front. Je me sens un peu étourdi. Ce doit être l'émotion de la journée. Margaret est apparue instantanément à mes côtés, les yeux brillants d'une satisfaction qu'elle avait du mal à cacher. « Oh, mon chéri, tu es pâle. Tu devrais peut-être t'asseoir. »« Non, non, » ai-je insisté en titubant légèrement. « Je ne veux pas gâcher notre fête. » Isabella s'inquiéterait. Robert s'approcha avec une expression de fausse inquiétude, mais ses yeux trahissaient la même attente morbide. « Samuel, tu as vraiment l'air mal. On appelle un médecin ? » ?»« Non, je t'en prie, » répondis-je d'une voix légèrement tremblante. « J'ai juste besoin d'air. C'est peut-être ma cravate qui me sert trop. » Tout en jouant le rôle de la victime, j'observais discrètement les réactions autour de moi. Isabella avait remarqué l'agitation et se dirigeait vers nous, sa robe de mariée flottant dans le salon. Ses yeux étaient remplis d'une inquiétude sincère, contrastant fortement avec la comédie de ses parents. « Samuel, que s'est-il passé ?» demanda-t-elle en me prenant le bras.
J'ai juste un petit malaise, répondit Margaret avant que je puisse parler. C'est sûrement le stress du mariage. Tu sais comment les hommes sont nerveux les jours importants. Le rire condescendant qui accompagna ces mots me retourna l'estomac. Non pas à cause du poison que je n'avais pas ingéré, mais à cause de la cruauté avec laquelle elle manipulait même sa propre fille. Je vais appeler le docteur Hendricks, dit Isabella en cherchant parmi les invités. Il est là aujourd'hui. Non, dit rapidement Robert, puis il modula sa voix pour paraître plus calme. Je veux dire, nous ne devons pas alarmer les invités. Samuel a peut-être juste besoin de s'allonger un moment. C'est alors que j'ai compris toute l'étendue de leur plan. Ils ne voulaient pas seulement m'empoisonner, ils voulaient contrôler exactement la manière dont ma maladie serait traitée, en évitant tout médecin susceptible d'identifier la substance présente dans mon organisme. Le docteur Martin Hendricks était un homme intègre d'une 60aine d'années qui avait soigné ma famille quand j'étais enfant. Il connaissait mes antécédents médicaux et, plus important encore, il n'avait aucun lien financier avec les Morrison qui aurait pu compromettre son jugement. Isabella a raison, dis-je en me redressant légèrement. Le docteur Hendricks peut simplement vérifier ma tension. Juste pour s'assurer que ce n'est rien de grave. Je vis Robert et Margaret échanger un regard paniqué bien dissimulé. Samuel, mon chéri, tenta à nouveau Margaret, il vaudrait peut-être mieux rentrer à la maison où tu pourras te reposer correctement. Mais Isabella avait déjà repéré le docteur Hendricks et lui faisait signe de s'approcher. Le médecin était un homme grand et aimable, aux cheveux gris et portant des lunettes à monture dorée qu'il avait depuis des décennies. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il de sa voix chaleureuse, adoptant déjà son ton professionnel. « Samuel ne se sent pas bien, » expliqua Isabella. Il a renversé son verre et semble étourdi. Le docteur Hendricks posa une main experte sur mon front, puis vérifia mon pouls. « Votre pouls est un peu rapide. Allons dans un endroit plus calme où je pourrai l'examiner correctement. » « Ce n'est vraiment pas nécessaire, » insista Robert, sa voix prenant un ton désespéré. « Je suis sûr que ce n'est que de la nervosité. Nous devrions peut-être ramener Samuel à la maison. » « Baliverne, » répondit fermement le docteur Hendricks. « En 40 ans de médecine, j'ai appris qu'il vaut toujours mieux être sûr. Samuel, comment te sens-tu exactement ? » Le moment était venu de semer les graines qui allaient mener à la destruction des Morrison. « J'ai une sensation étrange dans la bouche, » répondis-je lentement, comme si j'analysais mes symptômes. Un peu métallique. Et mon estomac est retourné. Mais ce n'est pas comme une nervosité normale. C'est différent. Le docteur Hendricks fronça les sourcils. En tant que médecin expérimenté, il connaissait l'importance des symptômes spécifiques. Un goût métallique, c'est intéressant. Avez-vous mangé ou bu quelque chose de différent aujourd'hui ? Seulement le champagne du toast, répondis-je en observant Margaret pâlir visiblement. Où est la coupe ? Demanda le docteur Hendricks en regardant autour de lui. Elle s'est cassée en tombant, dit Margaret rapidement. Nous avons déjà fait nettoyer. Mais j'avais prévu cela. Pendant les minutes qui avaient précédé ma mise en scène, j'avais discrètement recueilli quelques gouttes de champagne dans un mouchoir en papier que j'avais maintenant rangé dans ma poche intérieure. En fait, dis-je en faisant semblant de m'en souvenir soudainement, je crois qu'il en reste un peu sur le mouchoir que j'ai utilisé pour essuyer ma main quand la coupe s'est cassée. Je sortis le mouchoir avec précaution, montrant les petites taches humides du liquide contaminé. « Est-ce que ça peut t'aider ?» Le docteur Hendricks prit le mouchoir et le renifla discrètement. Son expression changea immédiatement. « Samuel, j'ai besoin de vous poser quelques questions, » dit-il d'un ton plus grave. « Et je suggère que nous le fassions en privé. Il n'y a pas lieu de dramatiser, » tenta à nouveau Robert, mais le docteur Hendricks l'ignora complètement. « Isabella, pouvez-vous nous montrer une pièce privée ? Et demandez à quelqu'un d'apporter un verre d'eau. Samuel, ne mangez et ne buvez rien d'autre que l'eau que le docteur Isabella vous apportera personnellement. » La précision de cette instruction fit reculer Margaret involontairement. Alors que nous nous dirigions vers le bureau privé du country club, je remarquai que Robert faisait des signes discrets à Margaret. Ils avaient besoin de communiquer de toute urgence, mais ne pouvaient s'éloigner sans éveiller les soupçons. Dans le bureau, le docteur Hendricks ferma la porte et m'examina plus attentivement. Son expression était grave. « Samuel, au cours de ma carrière, j'ai déjà vu des cas d'empoisonnement. Les symptômes que vous décrivez, combinés à l'odeur de ce mouchoir, m'inquiètent beaucoup. » Je gardai mon air innocent et confus. « Empoisonnement ? Est-ce possible ? » « Tout à fait possible. Et étant donné que vous êtes le seul à avoir bu dans ce verre. » Il marqua une pause significative. « Nous devons vous emmener immédiatement à l'hôpital pour des analyses toxicologiques. » « Mais ma fête de mariage. » « Samuel,
m'interrompit gentiment le docteur Hendricks, si mes soupçons sont fondés, votre vie est peut-être en danger. Les fêtes peuvent être reportées. Les vies, non. C'est à ce moment-là que j'ai pris la décision qui allait tout changer. Docteur Hendricks, ai-je dit à voix basse, j'ai quelque chose à vous avouer. Je n'ai pas vraiment bu le champagne. J'ai seulement fait semblant parce que je soupçonnais qu'il y avait quelque chose qui clochait. Le médecin m'a étudié attentivement. Pourquoi soupçonneriez-vous cela? Parce que, ai-je répondu en prenant une profonde inspiration, me préparant à franchir le pas, j'ai entendu mes beaux-parents planifier de m'empoisonner ce matin. Le silence dans le bureau était assourdissant. Le docteur Hendricks m'a observé longuement, assimilant ce que je venais de lui révéler. « Avez-vous des preuves de ces conversations ?» a-t-il finalement demandé. J'ai sorti mon téléphone de ma poche intérieure. Des enregistrements. 3 semaines d'enregistrements. Le docteur Hendricks a hoché lentement la tête. « Samuel, c'est extrêmement grave. Nous devons immédiatement impliquer les autorités. »« Je sais, » ai-je répondu. « Mais nous devons faire les choses correctement. Ils sont puissants, influents. Si nous n'avons pas de preuves irréfutables. »« Je comprends parfaitement, » dit-il en sortant son propre téléphone. « J'ai un contact au département de police, l'inspectrice Martinez. Elle est discrète et efficace. » Pendant que le docteur Hendricks passait son appel, je regardais par la fenêtre du bureau. Dans le salon principal, je pouvais voir Margaret et Robert discuter intensément dans un coin isolé. Margaret gesticulait nerveusement, tandis que Robert vérifiait constamment sa montre. Il savait que quelque chose avait mal tourné. Le temps qu'ils avaient prévu pour que je succombe au poison était écoulé. Mon absence prolongée avec le docteur Hendricks les rendait de plus en plus désespérés. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'était que leur tentative de m'assassiner n'était que la partie émergée de l'iceberg. Au cours des 3 semaines qui s'étaient écoulées depuis que j'avais découvert leur plan, j'avais fait bien plus que simplement enregistrer des conversations. J'avais contacté tous les organismes de réglementation concernés. J'avais envoyé des dossiers anonymes à des journalistes d'investigation. J'avais copié des fichiers financiers qui révélaient des décennies d'irrégularités. Et plus important encore, j'avais découvert que je n'étais pas la première personne qu'ils avaient tenté d'empoisonner. 3 ans auparavant, Margaret Morrison avait failli tuer sa propre tante pour accélérer une succession. Le médecin qui avait soigné la dame à l'époque avait documenté des soupçons d'empoisonnement, mais la famille avait étouffé l'affaire grâce à son argent et à son influence. Ce médecin était toujours en vie. Et lorsqu'il apprendrait que le même schéma se répétait, il serait un témoin crucial supplémentaire. Le docteur Hendricks a terminé son appel. L'inspectrice Martinez sera là dans un quart d'heure. Elle viendra déguisée en invitée pour ne pas éveiller les soupçons. Parfait, ai-je répondu. Et docteur Hendricks? Merci de me croire. Samuel, dit-il gentiment, je vous connais depuis que vous êtes enfant. Je sais quel genre d'homme vous êtes. Et plus important encore, son expression se durcit, je connais la réputation des Morrison dans le milieu médical. Des rumeurs circulent depuis des années. Cette révélation me frappa comme un coup de tonnerre. Quel genre de rumeurs? Des pressions exercées sur les médecins pour qu'ils modifient les causes de décès. Des patients âgés qui sont décédés opportunément, peu après des modifications testamentaires. Des morts subites dans des familles qui avaient des litiges successoraux avec eux. Ma vengeance était sur le point de révéler bien plus que je ne l'avais imaginé. De l'autre côté de la porte, j'entendis des pas précipités. Isabella frappa doucement. « Samuel, tout va bien? Je veux dire, mes parents insistent pour que nous partions maintenant. » Le docteur Hendricks et moi avons échangé un regard significatif. « Dites-leur que nous avons presque terminé, » a répondu le docteur Hendricks. Encore quelques minutes. Mais alors que les pas s'éloignaient, nous savions tous les deux que les prochaines minutes allaient complètement changer nos vies. Et dans le salon principal, Robert et Margaret Morrison étaient sur le point de découvrir que leur plan parfait s'était transformé en leur pire cauchemar. L'inspectrice Martinez arriva 15 minutes plus tard, parfaitement déguisée en invitée élégante dans une robe bleu marine et des bijoux discrets. Elle salua quelques invités avec désinvolture avant de se diriger vers le bureau où le docteur Hendricks et moi l'attendions. « Monsieur Samuel, » dit-elle en consultant discrètement ses notes. Le docteur Hendricks m'a expliqué la situation au téléphone. « Avez-vous des preuves à l'appui de vos allégations ?» Je sortis mon téléphone et lui montrai le dossier contenant les enregistrements que j'avais compilés au cours des 3 dernières semaines. J'ai 27 enregistrements de conversations entre Robert et Margaret Morrison discutant de plans visant à me nuire. Y compris la conversation de ce matin où ils ont spécifiquement prévu de m'empoisonner pendant le toast.
Le détective Martinez a branché des écouteurs à mon téléphone et a écouté des extraits des enregistrements les plus compromettants. Son expression professionnelle n'a pas changé, mais j'ai vu ses yeux se durcir lorsqu'il a entendu Margaret suggérer que des accidents peuvent arriver et Robert calculer les doses. Ces enregistrements sont extrêmement troublants, a-t-elle finalement déclaré. Et vous avez le champagne contaminé? Le docteur Hendricks lui a remis le mouchoir contenant les échantillons de liquide. D'après l'odeur et les symptômes décrits par Samuel, je soupçonne un anticholinergique modifié. Quelque chose qui provoquerait des symptômes graves, mais qui pourrait être confondu avec une intoxication alimentaire. Parfait pour quelqu'un qui a accès à des composés pharmaceutiques expérimentaux, ai-je ajouté d'un ton significatif. Le détective Martinez prit rapidement des notes. Samuel, je dois vous poser la question. Pourquoi n'avez-vous pas alerté les autorités plus tôt? 3 semaines, c'est long pour préparer une réponse. C'était la question que j'attendais. Parce que les Morrison sont extrêmement puissants et influents dans cette ville. Robert a des amis dans la police, à la mairie et des relations financières avec une demi-douzaine de juges. Si j'étais allé voir la police avec seulement des enregistrements audio, ils auraient trouvé un moyen d'étouffer l'affaire. Alors vous avez décidé d'attendre qu'ils commettent le crime. J'ai décidé de documenter un comportement récurrent et de recueillir des preuves irréfutables, ai-je corrigé. Et au cours de ces 3 semaines, j'ai découvert bien plus que des tentatives d'empoisonnement. J'ai ouvert un autre dossier sur mon téléphone, contenant des documents que j'avais discrètement photographiés lors de mes visites chez les Morrison. Robert Morrison a détourné des fonds de la société pharmaceutique vers des comptes offshore. Margaret a des relevés de paiement pour un détective privé qui fouillait non seulement dans ma vie, mais aussi dans celle d'autres membres de la famille susceptibles de contester les dispositions testamentaires. Le détective Martinez a étudié les images. Comment avez-vous eu accès à ces documents? Isabella m'a donné libre accès à la maison de ses parents pendant les préparatifs du mariage. J'essayais sincèrement de m'intégrer à la famille, alors je passais du temps dans le bureau de Robert à discuter d'affaires pharmaceutiques. Il laissait des documents à la vue de tous, pensant que je ne comprendrais pas leur importance. Mais vous les avez compris. Je suis pharmacien et titulaire d'une maîtrise en pharmacologie clinique. Je sais reconnaître les irrégularités financières et les pratiques de prescription suspectes quand je les vois. C'est alors que j'ai révélé ma découverte la plus bouleversante. Il y a 6 mois, j'ai commencé à analyser les pratiques de prescription des pharmacies Morrison. J'ai découvert qu'elles surfacturaient les médicaments des patients âgés, en particulier ceux bénéficiant de l'assurance Medicare. Mais le plus grave, c'est que j'ai trouvé des preuves qu'ils remplacent des médicaments coûteux par des versions génériques inappropriées, tout en conservant la différence de prix. Le détective Martinez s'est arrêté d'écrire. C'est une fraude médicale fédérale. Exactement. Et cela touche des centaines de patients vulnérables. Certains sont probablement morts à cause de médicaments inefficaces qu'ils ont reçus en pensant qu'il s'agissait de traitements complets. Le docteur Hendricks se pencha en avant. Samuel, mon Dieu. Vous avez des preuves? J'ai des registres d'achat, des rapports de prescription et des documents financiers montrant des divergences entre ce qui a été acheté par les fournisseurs et ce qui a été vendu aux patients. J'ai également des registres de décès suspects dans 3 maisons de retraite qui achètent exclusivement leurs médicaments auprès des pharmacies Morrison. Le silence dans le bureau était pesant. Le détective Martinez finit par prendre la parole. Samuel, vous êtes en train de me dire que vous avez découvert une fraude médicale de plusieurs millions de dollars alors que vous enquêtiez sur des tentatives d'empoisonnement. Je vous dis que les Morrison sont des personnes qui considèrent les autres êtres humains comme des obstacles ou des ressources à exploiter. Tenter de m'empoisonner n'est pas un crime isolé. Cela fait partie d'un comportement qui dure depuis des années. Pendant nos conversations au bureau, je pouvais entendre le tumulte croissant à l'extérieur. La fête battait son plein, mais à travers la fenêtre, je voyais Robert et Margaret circuler nerveusement parmi les invités, cherchant clairement ma présence. Ils sont désespérés, ai-je fait remarquer. Ils s'attendaient probablement à ce que je présente déjà des symptômes graves à ce stade. Et Isabella? Demanda le détective Martinez. Est-elle au courant des activités criminelles de ses parents? Isabella est totalement innocente. Elle travaille comme conservatrice dans un musée d'art et ne s'est jamais intéressée aux affaires pharmaceutiques de la famille. Robert et Margaret l'ont toujours tenue à l'écart de leurs activités douteuses. C'est à ce moment-là que nous avons entendu frapper plus fort à la porte. Samuel. C'était la voix d'Isabella, désormais clairement inquiète. Je dois te parler. Mes parents disent que tu es très malade et que nous devons aller à l'hôpital immédiatement. Le docteur Hendricks, le détective Martinez et moi-même avons échangé des regards significatifs. Ils veulent m'emmener dans un hôpital spécifique, murmurai-je.
Probablement un hôpital où ils ont des relations médicales qui peuvent contrôler le diagnostic et le traitement. Le détective Martinez acquiesça. Il est temps de les confronter directement. Mais d'abord, je dois coordonner avec mon équipe. Nous aurons besoin de plus d'agents ici pour les arrêter tous les deux simultanément. Isabella, répondis-je à travers la porte, je me sens mieux maintenant. Le docteur Hendricks dit que ce n'était qu'un malaise passager. Nous partons dans quelques minutes. Mes parents insistent pour que vous receviez des soins médicaux immédiats, répliqua-t-elle, sa voix trahissant une tension que je lui connaissais peu. Ils sont très inquiets. Quelle ironie amère. Les mêmes parents qui avaient tenté de m'empoisonner feignaient maintenant une inquiétude désespérée pour ma santé. Le détective Martinez passa quelques coups de fil rapides pour organiser une discrète opération de renfort. J'aurai 4 agents en civil positionnés dans le hall dans 10 minutes. Quand nous sortirons de ce bureau, je veux que vous agissiez normalement pendant quelques minutes. Laissez-les s'approcher, essayez de contrôler la situation. Cela nous permettra d'observer leur comportement en temps réel. Et ensuite, nous les confronterons aux preuves et procéderons aux arrestations. Si vous suivez cette incroyable histoire de vengeance et de justice, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Car ce qui allait se passer dans le salon principal allait être la confrontation la plus satisfaisante que vous ayez jamais vue. Le docteur Hendricks rangea soigneusement les échantillons de champagne contaminés dans un récipient stérile qu'il avait demandé au country club. Samuel, je veux que vous sachiez que vous avez sauvé non seulement votre vie aujourd'hui, mais probablement aussi celle de nombreuses personnes qui dépendent des médicaments de la pharmacie Morrison. Le plus triste, répondis-je, c'est qu'Isabella va découvrir que les parents qu'elle aimait inconditionnellement sont des monstres prêts à tuer pour de l'argent. Elle est forte, dit gentiment l'inspecteur Martinez. Et elle vous a pour la soutenir dans cette épreuve. Alors que nous nous préparions à quitter le bureau, j'ai mentalement organisé ma stratégie finale. Pendant 3 semaines, j'avais minutieusement rassemblé des preuves. J'avais désormais des témoins qualifiés, des échantillons physiques, des enregistrements audio et le soutien des autorités. Mais le plus satisfaisant serait de voir l'expression sur le visage de Robert et Margaret Morrison lorsqu'ils réaliseraient que leur plan parfait s'était transformé en leur perte totale. Derrière la porte, j'entendais des voix agitées. Isabella était clairement poussée par ses parents à prendre des mesures immédiates concernant mon prétendu état de santé. « C'est l'heure », m'a dit l'inspecteur Martinez en vérifiant son équipement de communication. « N'oubliez pas, agissez naturellement, laissez-les révéler leurs intentions et faites-nous confiance pour le reste. » Je pris une profonde inspiration, ajustai ma cravate et me préparai à franchir la dernière étape d'une vengeance qui avait nécessité 3 semaines de préparation. Lorsque nous ouvririons cette porte, les Morrison découvriraient qu'il y avait quelque chose de bien plus dangereux qu'un jeune pharmacien rebelle. Un jeune pharmacien rebelle avec des preuves irréfutables et la loi de son côté. Lorsque nous sommes sortis du bureau, le salon principal était en effervescence contrôlée. Robert et Margaret circulaient parmi les invités comme des requins sentant le sang, leurs sourires sociaux ne parvenant pas à masquer complètement le désespoir dans leurs yeux. Samuel. Margaret a pratiquement couru vers nous, sa robe Chanel flottant dramatiquement. Dieu merci, vous allez mieux. Nous étions si inquiets. Extrêmement inquiets, a répété Robert en posant une main lourde sur mon épaule. Docteur Hendricks, quel était votre diagnostic? Le docteur Hendricks a gardé son expression médicale neutre. Juste un malaise passager. Samuel se remet bien. Je vis Margaret et Robert échanger un regard rapide, complètement perplexes. D'après leurs calculs, j'aurais dû être en train de vomir violemment ou de m'évanouir à ce stade. Il vaudrait peut-être mieux rentrer à la maison, insista Margaret, sa voix prenant un ton urgent. Ou aller à l'hôpital. On ne sait jamais avec ces malaises soudains. En fait, intervint doucement l'inspecteur Martinez en s'approchant de notre groupe, j'aimerais vous parler de l'incident. Je suis l'inspecteur Martinez, du département de police. Robert devint littéralement livide. La police? Pourquoi la police serait-elle ici? C'est la procédure standard en cas de suspicion d'empoisonnement lors d'événements publics, répondit-elle calmement, observant leur réaction. Margaret eut un rire nerveux qui ressemblait à du verse brisant. Empoisonnement? C'est absurde. C'était juste le stress du mariage. Alors vous ne verriez pas d'inconvénient à nous donner quelques détails, continua l'inspectrice Martinez en sortant discrètement son enregistreur. Comme qui a préparé le champagne spécial pour le toast familial. C'est à ce moment-là que Robert comprit qu'ils étaient pris au piège. Ses yeux se mirent à balayer frénétiquement la pièce, cherchant une issue, un moyen de contrôler la situation. « Je ne comprends pas de quoi vous parlez, » dit-il, mais sa voix avait perdu toute son autorité habituelle. « Papa, » dit Isabella en s'approchant,
une véritable confusion se lisant sur son visage. Que se passe-t-il? Pourquoi la police est-elle ici? Avant que Robert ne puisse répondre, je sortis mon téléphone de ma poche. Isabella, il y a quelque chose que tu dois savoir à propos de tes parents. Samuel, non, murmura Margaret, sont-on chargés d'une menace désespérée. Mais il était trop tard. J'ai appuyé sur « Play » pour lancer l'enregistrement le plus compromettant. La voix de Robert résonna clairement dans le petit haut-parleur. C'est juste assez pour le rendre malade, pas pour le tuer. Elle sera hospitalisée pendant quelques jours pour ce qui ressemble à une intoxication alimentaire. Cela nous laisse le temps de modifier le testament avant le transfert de l'héritage. Le silence qui suivit fut assourdissant. Isabella était pâle comme un linge, ses mains tremblant violemment. Ce n'est pas possible, murmura-t-elle en regardant tour à tour ses parents et moi. Il y a plus, dis-je gentiment en passant à un autre enregistrement. La voix de Margaret emplit la pièce. S'il nous arrive quelque chose, tout l'héritage ira à Isabella. Et ce serait une tragédie si elle souffrait d'une intoxication alimentaire grave juste après son mariage. Isabella recula d'un pas, comme si elle avait été frappée. Vous aviez prévu de faire du mal à Samuel? Et à moi aussi? Chérie, tu ne comprends pas, tenta Margaret en s'approchant, mais Isabella recula. Je comprends très bien, répliqua Isabella, sa voix prenant une force que je ne lui avais jamais entendue auparavant. Vous avez essayé d'empoisonner mon mari le jour de notre mariage. Robert tenta un dernier coup désespéré. Samuel est clairement perturbé. Il a falsifié ses enregistrements pour nous incriminer. Croyez-vous vraiment que nous ferions une chose pareille? En fait, intervint le docteur Hendricks, nous avons également des preuves matérielles. Il montra le mouchoir avec les échantillons de champagne. Le liquide contient des composés qui n'existent pas à l'état naturel. Des composés qui ne peuvent être obtenus que dans des laboratoires pharmaceutiques spécialisés. C'est alors que Margaret s'effondra enfin. Ça ne devait pas se passer comme ça, sanglota-t-elle. Nous voulions seulement protéger notre famille, notre héritage. Samuel est un étranger, un opportuniste. Un opportuniste que vous avez tenté d'assassiner, dit sèchement le détective Martinez en faisant signe aux agents en civil de s'approcher. Robert fit une dernière tentative pour garder le contrôle. Vous n'avez pas de preuves suffisantes. Nous sommes des citoyens respectables de cette communauté. Nous avons les enregistrements, les preuves matérielles, les témoignages médicaux, énuméra calmement l'inspecteur Martinez, et 3 semaines de documentation sur la fraude pharmaceutique que votre gendre a rassemblée. Le choc sur les visages des Morrison était total. Vous ne le saviez pas, n'est-ce pas? Dis-je, révélant enfin toute l'étendue de ma découverte. Pendant que vous planifiez de m'empoisonner, j'exposais des décennies de crimes que vous avez commis. Fraude fédérale, médicaments contrefaits, homicide par négligence dans des maisons de retraite. Margaret s'effondra lourdement sur une chaise voisine. Comment l'avez-vous découvert? Je suis pharmacien, Margaret. Je reconnais les schémas criminels quand je les vois. Et vous avez laissé une traînée de preuves qui s'étend sur des années. À ce moment-là, 3 autres agents fédéraux entrèrent dans la salle, leurs insignes du FBI clairement visibles. Robert et Margaret Morrison, annonça l'agent en chef, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre, fraude fédérale et violation de la loi sur les médicaments contrôlés. Alors que les menottes cliquetaient au poignet des Morrison, Isabella s'effondra en larmes à côté de moi. Pas de tristesse, mais de soulagement et de libération. Comment le saviez-vous? Demanda-t-elle à travers ses larmes. Parce qu'une personne qui vous aime vraiment n'essaierait jamais de contrôler votre vie par la peur ou l'argent, répondis-je en la serrant fermement dans mes bras. Alors que les Morrison étaient emmenés hors de la salle menottée, j'ai remarqué que nos invités avaient formé un cercle respectueux autour de nous. Personne ne filmait ni ne faisait de bruit. C'étaient des gens sincères qui comprenaient qu'ils avaient été témoins de quelque chose de plus profond qu'un simple drame. Ils avaient vu la justice être rendue. Le docteur Hendricks s'est approché avec un sourire serein. Samuel, vous n'avez pas seulement sauvé votre propre vie aujourd'hui. Vous avez sauvé d'innombrables patients qui dépendent de médicaments honnêtes. Mais en regardant les Morrison disparaître par la porte du country club, mon sentiment dominant n'était pas celui de la vengeance ou du triomphe. C'était un sentiment de liberté. Enfin, Isabella et moi étions libres de construire notre vie sur la base d'un amour sincère, et non sur la manipulation ou le contrôle financier. 6 mois plus tard, j'étais assis au premier rang du tribunal fédéral, tandis que le juge lisait la sentence finale de Robert et Margaret Morrison. 20 ans de prison pour lui, 15 pour elle, pour tentative de meurtre, fraude fédérale et homicide involontaire de 3 patients âgés. Au cours de l'enquête, nous avons découvert qu'ils avaient empoisonné 2 autres personnes au cours des 5 dernières années.
Un associé qui avait remis en question leur pratique et la propre tante de Margaret, afin d'accélérer sa mort et d'hériter de sa propriété à Cape Cod. Isabella m'a tenu la main pendant que ses parents étaient emmenés menotter. Elle avait témoigné contre eux, révélant des années de manipulation psychologique et de contrôle financier qui prenaient enfin tout leur sens. « Ils ne m'ont jamais aimé », murmura-t-elle. « Ils ne voyaient en moi qu'une extension de leur ego. » Le Dr Hendricks est devenu directeur médical d'une fondation que nous avons créée pour surveiller les pratiques pharmaceutiques suspectes. Avec les biens confisqués au Morrison, nous avons créé un fonds d'indemnisation pour les familles des victimes et des cliniques gratuites dans les communautés qu'ils avaient exploitées. L'inspectrice Martinez m'a rendu visite la semaine dernière. Samuel, vos preuves ont permis de démanteler un réseau de corruption qui s'étendait sur 3 États. Des dizaines de dirigeants pharmaceutiques font actuellement l'objet d'une enquête. Isabella et moi avons déménagé dans l'Oregon, où elle dirige un programme d'art-thérapie pour les victimes de violences familiales, tandis que je travaille à l'élaboration de protocoles de sécurité pour les médicaments dans les communautés rurales. Notre véritable mariage a eu lieu 6 mois plus tard, lors d'une cérémonie simple sur la plage, en présence uniquement des personnes qui nous aiment vraiment. Le Dr Hendricks nous a conduits à l'hôtel, où nous avons juré de nous protéger l'un l'autre non pas avec de l'argent ou un statut social, mais avec honnêteté et courage. La tentative d'empoisonnement des Morrison m'a appris qu'une famille toxique est comme un poison. Plus on la laisse agir, plus elle cause de dégâts. Parfois, le seul remède est de couper complètement l'approvisionnement. Robert a essayé de me contacter depuis la prison le mois dernier, prétendant regretter ses actes et demandant pardon. J'ai renvoyé la lettre sans l'ouvrir. Le pardon est réservé aux personnes qui reconnaissent sincèrement le mal qu'elles ont causé, pas aux manipulateurs à la recherche de leur prochaine victime. Isabella a trouvé la paix en sachant que nous avons sauvé des vies en exposant les crimes de ses parents. Ils m'ont donné la vie, a-t-elle déclaré, mais vous m'avez appris à la vivre avec dignité. Si cette histoire de justice et de reconstruction vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits de personnes qui ont transformé la trahison en triomphe et le poison en motivation. La dernière fois que j'ai entendu parler des Morrison, ils purgeaient leur peine dans des prisons fédérales séparées, leurs noms ayant été retirés de tous les bâtiments et fondations qu'ils avaient autrefois financés. Et moi ? Eh bien, je viens d'obtenir l'autorisation d'ouvrir notre 10e clinique communautaire, où nous sauvons des vies au lieu de les détruire. J'ai découvert que la meilleure vengeance contre ceux qui tentent de vous empoisonner est de vivre une vie si pleine et si significative que leur méchanceté ne devient qu'une note de bas de page dans l'histoire beaucoup plus grande que vous avez choisi d'écrire.